Alors, concernant ce devoir à la maison, c'est un problème d'analyse. On a une fonction f et une fonction g. On nous demande de montrer que f est défini, trouver son signe, trouver son tableau de variation de g, en déduire le signe de g, calculer f', exprimer f' en fonction de g. Bon, bah, des choses qui sont un peu classiques. Trouver des limites, est-ce qu'il y a des asymptotes, tout ça, faire d'autres tableaux de variation. Enfin bref, c'est de l'analyse du lycée. Donc, en ce qui concerne la première question, on doit trouver l'ensemble de définitions de notre fonction. Et donc notre démonstration nickel sur notre copie commence par cette équivalence. Il faut écrire les contraintes qu'on a pour être dans l'ensemble de définitions. La seule contrainte qu'on a, c'est que ce nombre-là soit strictement positif, ce qui est toujours le cas puisque ce nombre est toujours supérieur ou égal à 1, l'exponentielle étant strictement positif. Donc du coup, l'ensemble de définitions, c'est R. Ensuite, on nous demande de trouver le signe de ça. Alors, l'exponentielle est toujours strictement positive. Ce nombre est plus grand que 1. Et quand on met quelque chose de plus grand que 1 dans le logarithme, c'est strictement positif. Donc là, on a un produit de deux nombres positifs. Donc, on obtient que le f est supérieur ou égal à 0, même strictement, puisque ce nombre est toujours strictement plus grand que 1. Donc là, c'est strictement plus grand que 0. Après, il faut faire le tableau de variation de g. Donc g, c'est cette fonction. Alors, pour savoir où elle est dérivable, on a ici un quotient de polynôme, mais le truc du bas ne s'annule jamais pour les valeurs positives de 0, donc c'est dérivable sur R+, ce truc-là. Et ici, à l'intérieur du logarithme, on a un polynôme qui ne prend que des valeurs supérieures ou égales à 1, donc c'est dérivable, le logarithme aussi, et ça s'emboîte bien, le nombre à l'intérieur est toujours strictement positif, donc c'est une fonction dérivable aussi. On a une différence de fonction dérivable, c'est dérivable sur R+, bon, c'est assez évident. On l'aurait écrit en une ligne pour les gens qui s'y connaissent bien. Quand on cherche à dériver, j'ai eu la flemme de dériver le quotient, ça m'énerve. Je préfère dire que ça c'est 1 plus x moins 1. Autrement dit, c'est 1 plus x sur 1 plus x, autrement dit 1, moins 1 sur 1 plus x. Et sous cette forme-là, c'est vachement plus sympa à dériver. D'autant plus si on écrit que cette fonction-là, c'est 1 plus x puissance moins 1. Et donc, on peut la dériver en disant qu'il y a le moins qui y a devant. Là, on a une composée avec un monôme, donc le moins 1 vient devant et baisse pour devenir un moins 2, et moins par moins, ça fait plus. Enfin bref, on trouve ça, quoi. Donc ça donne une dérivée qui est facile à calculer, hein. La dérivée de 1 fait 0. Ici, on a une composée aussi, on dérive l'intérieur, ça fait 1, multiplié par la dérivée de l'extérieur, ça fait 1 sur, on recopie ce qu'il y a à l'intérieur, ça fait ça. Une fois qu'on arrive à ce résultat, normalement, on meurt d'envie de mettre sous le même dénominateur. Et donc, on a un 1 moins 1 plus x qui se simplifie en moins x sur 1 plus x au carré. Le signe est trivial à trouver parce que x étant positif, le moins x du haut est négatif, alors qu'en bas c'est toujours supérieur ou égal à 1, donc c'est toujours négatif ou nul. On en profite pour réaliser que la seule possibilité pour que ça s'annule, ce truc-là, c'est que le truc du haut soit nul, autrement dit en x égale 0. On a le signe de la dérivée, donc on peut commencer à faire le tableau de variation. Donc on a la première ligne, hein, c'est toujours négatif et c'est nul uniquement en 0, donc ça descend. Pour compléter, il suffit de regarder la valeur en 0. Bah, si vous mettez 0 là-dedans, ça fait 0 sur 1. Moins n de 1, bah, ça fait 0. Et puis en plus l'infini, ce pâté-là il tend vers 1, puisque si vous factorisez le terme dominant, vous allez vous rendre compte que ça tend vers 1, quoi. Hein, le plus 1 il compte quasiment pour du beurre, mais pour une belle démonstration, il faut factoriser le terme dominant dans les sommes. Donc le pâté là tend vers 1, alors que celui-là tend vers moins l'infini. Donc le tout tend vers moins l'infini. Et bah voilà, on a le tableau de variation de G complet. Et puis bah, vous pouvez remarquer que on a une rédaction courte et efficace, tout en étant très rigoureuse. On doit trouver le signe de G et on va le déduire du tableau de variation de G qu'on a précédemment fait. On voit que G s'annule en 0 et ensuite elle décroît, donc elle est d'ailleurs strictement décroissante, donc elle est strictement négative de 0 à plus l'infini. Alors je ne sais pas trop ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils veulent qu'on dise qu'elle est négative sur R+, ou est-ce qu'ils veulent qu'on soit un peu plus précis, auquel cas il faut dire qu'elle est nulle en 0 ou en R plus étoile, mais personnellement j'aurais mis 4 points aux deux réponses. Ensuite ils veulent qu'on dérive f et qu'on exprime la dérivée en fonction de g. On commence par raconter que f est dérivable sur R, tout simplement parce que c'est un produit. À gauche, on a une fonction dérivable sur R, hein, une composée d'un polynôme avec l'exponentielle. À droite, on a aussi une composée de cette fonction-là qui est dérivable sur R avec cette fonction-là. Ce qui est important, c'est que ça s'emboîte bien.
la fonction là, elle est toujours supérieure ou égale à 1, donc elle reste strictement supérieure à 0, donc la composée ici est dérivable sur R. Un produit de deux fonctions dérivables étant dérivable, celle-là est dérivable sur R. Donc j'ai précisé ici, mais pour ceux qui ont l'habitude, c'est assez évident. Donc ensuite on va dériver, donc on commence par dériver le premier truc, il y a un moins qui descend, puisque c'est une composée, multiplié par le second bidule, ok. Ensuite on met notre plus, on recopie le premier bidule et on dérive le second qui est une composée. Donc je dérive l'intérieur, ça fait un exponentiel x, multiplié par le dérivé de l'extérieur, c'est 1 sur quelque chose, et je recopie ce qu'il y avait à l'intérieur. On a une espèce de fonction un peu zarbi, et c'est là où on se dit, ah mince, faut faire ressembler ça à g. Alors faut regarder la tête qu'elle a g, et on se rend compte que bah, si on factorise l'exponentielle de moins x qu'on a dans les deux bouts, comme ça, on se retrouve avec quelque chose qui ressemble un petit peu à g. Alors c'est pas exactement g, en fait c'est g dans lequel on a mis une exponentielle. Et donc bah voilà, on a exprimé la dérivée de f en fonction de g, mais c'est pas en x, hein, c'est en exponentielle de x. Alors ça c'est pas demandé, mais on se doute bien que si on dérive f, c'est peut-être pour faire un tableau de variation de f plus tard, et donc on aura envie de connaître le signe de la dérivée de f. Et donc bah, on peut le déduire de l'étude qui a été faite précédemment, à savoir que g, elle est négative partout. D'ailleurs, elle est strictement négative. En fait, exponentielle de x est toujours strictement positif, hein, ce pâté-là. Et donc on sait qu'elle est strictement négative du coup cette dérivée. Alors, dans cette question 5b, on demande la limite de la fonction f en plus l'infini. Alors j'ai rappelé sur ce côté du tableau les informations précédentes qu'on a trouvées, notamment on a trouvé que la dérivée de f' est inférieure ou égale à 0, donc c'est une fonction qui décroît sur R tout entier. Hein, on est parti de la fonction g pour ça. On a l'expression de la fonction f ici. Alors il nous donne des indications, un chemin pour calculer la limite en plus l'infini, mais j'ai envie de faire mon bins à moi, qui marche bien et qui va me mener naturellement sur la bonne voie. Et donc en pratique, en général, on regarde vers quoi vont les choses. Donc ici, ça tend vers 0, ça tend vers plus l'infini, donc on a une forme indéterminée du type l'infini fois 0. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on précise un peu nos estimations. Alors en général, on essaye dans un premier temps de regarder le théorème de croissance comparée et surtout de factoriser les termes dominants dans les sommes. Or ça tombe bien, ici on a une somme et un terme dominant, donc je factorise l'exponentielle de x. Une fois qu'on l'a factorisé, on a une idée naturelle qui nous vient, c'est d'utiliser que le logarithme d'un produit, c'est la somme des logarithmes, et ici on a une simplification. Et d'ailleurs, bah, c'est le chemin qui est suggéré par l'énoncé, mais vous comprenez maintenant pourquoi. Une fois qu'on a ça, remarquez qu'on a encore une somme. Eh bien, je refactoriserai bien le terme dominant dans cette somme-là. Alors ça tend vers l'infini, alors que tout ce bins-là tend vers 0, donc le terme dominant est x. Si je le factorise, j'ai cette expression-là, et après avoir fait ces deux factorisations, mon expression, c'est toujours la même, mais elle a maintenant une forme qui est sacrément plus agréable à utiliser pour faire une démonstration rigoureuse. Notamment ici, on voit apparaître la forme du théorème de croissance comparée où un monôme se bat contre une exponentielle et ils ont un conflit puisque lui tend vers 0 et lui tend vers plus l'infini. D'après le théorème de croissance comparée, c'est l'exponentielle qui gagne, bon, ce qui est une façon vulgarisée de dire que cette limite tend vers 0. Et de ce côté-là, là, ça tend vers 0, c'est divisé par un truc qui tend vers l'infini, donc tout ce bins-là tend vers 0, tout ça, ça tend vers 1, et donc on a du 0 fois 1, on n'a plus de forme indéterminée, et on trouve la limite en plus l'infini, ça tend vers 0, et donc on peut compléter notre tableau de variation ici. Alors je trouve que cette limite est plus facile à calculer que la limite en moins l'infini, et donc je vais faire la limite en moins l'infini en second, parce que j'aime bien faire les choses faciles en premier, et les choses plus difficiles en deuxième. Alors cette question-là est beaucoup plus difficile que la question précédente, que la limite précédente, c'est-à-dire trouver la limite de f quand x tend vers moins l'infini, c'est un peu chaud. Pourquoi? Ça a l'air pareil, mais c'est pas pareil. En fait, le bout là, il tend vers plus l'infini, vu que moins x tend vers plus l'infini. Le bout là, l'exponentielle de x tend vers 0, donc dans le log, ça tend vers 1, donc le log tend vers 0. On a aussi la forme indéterminée 0 fois l'infini. Ok? Et donc, quand on est au début de sa prépa, il y a une première possibilité pour gérer ce genre de forme indéterminée, c'est de
d'essayer de voir si on peut faire un théorème de croissance comparée et de factoriser le terme dominant dans les sommes. Alors, il y a bien une somme ici, mais le terme dominant, vu que exponentielle de x tend vers 0, c'est 1. Or, factoriser 1, ça avance à rien, ça sert à que dalle. Ça ne fait pas avancer. Donc, bah, c'est mort pour cette idée-là. Et du coup, on ne peut pas faire de théorème de la décroissance comparée non plus. On est coincé. On est dans un cas compliqué du début de l'année. Et donc, au début de l'année, quand on sort du lycée, la seule autre option qu'on a pour essayer de s'en sortir, c'est d'utiliser que la dérivée, c'est la limite des taux d'accroissement. Alors vous avez remarqué que là on a une forme ln de 1 plus quelque chose qui tend vers 0. Et donc on va faire un taux d'accroissement, ln de 1 plus x moins ln de 1 divisé par 1 plus x moins 1. Ah ouais, c'est le taux d'accroissement entre 1 et 1 plus x. Si on fait tendre x vers 0, ça tend vers la dérivée du logarithme en 1 qui fait exactement 1. Or il se trouve que comme le ln de 1 fait 0 et que 1 moins 1 fait 0, bah en fait on vient d'établir que le logarithme de 1 plus x divisé par x tend vers 1 quand x tend vers 0. Donc c'est une limite un peu balèze, de niveau lycée quoi en fait, qui vient du fait que la dérivée c'est la limite du taux d'accroissement. Bon, il se trouve que moi ça me saoule d'utiliser ça comme ça parce que c'est inutilement compliqué, je veux dire, qui va avoir l'idée de faire ça? Et donc personnellement, je préfère écrire le résultat sous cette forme-là, qui ressemble beaucoup, énormément, à ce qu'on fera vers la fin de l'année quand on fera des développements limités et des équivalents. Autrement dit, on est en train un petit peu d'anticiper les résultats qu'on va utiliser à la fin de l'année. En fait, cette chose-là, c'est alpha de x, et ça tend vers 1. Et donc si vous faites passer le x de l'autre côté, vous êtes en train de dire que ln de 1 plus x, c'est égal à x qu'on a fait passer... Enfin, ça c'est alpha de x, donc égal alpha de x. Si je fais passer le x de l'autre côté, j'ai ça, et le alpha tend vers 1. Et donc cette égalité-là est un truc vachement plus sympa à utiliser que cette horreur-là. Tout simplement parce que c'est une égalité, c'est simple les égalités, et on remplace un truc compliqué, le logarithme de 1 plus x, par un truc simple, x fois quelque chose qui tend vers 1. Et donc en utilisant ce résultat-là, alors moi je vais l'utiliser sous cette forme-là, vous allez voir comment le calcul qu'on va faire, on va y arriver maintenant. Tout simplement parce que ce résultat-là emprunte la puissance des développements limités qu'on va introduire plus tard au second semestre. Alors, nous allons donc maintenant calculer cette limite-là qui est compliquée quand x tend vers moins l'infini, en utilisant cette égalité-là que j'ai tendance à donner aux étudiants au début de l'année quand ils en ont besoin parce que c'est simple. Autrement dit, je leur donne, hein, vous inquiétez pas. Eh bien, oui, je vous rappelle que le exponentiel x ici, il tend vers 0. Et ben, on va prendre pour grand x cette chose-là. Ouais, parce qu'il faut que grand x tende vers 0. Et donc cette égalité-là nous donne le droit de remplacer ce ln de 1 plus grand x qui est compliqué par grand x fois alpha de x. Et donc on fait du copier-coller. Donc grand x c'est exponentielle de x fois alpha de grand x c'est exponentielle de x. Et on sait que la fonction alpha en question, elle tend vers 1 quand ce qu'il y a à l'intérieur tend vers 0. Et donc c'est magique, ça remplace un truc super compliqué par un truc un peu plus simple. Bah regardez à quel point c'est magique. Maintenant on peut simplifier, ça fait 1, et il reste que alpha de exponentielle de x. Or, quand x tend vers moins l'infini, exponentielle de x tend vers 0, et on a dit que quand on mettait un truc qui tendait vers 0 dans alpha, ça tendait vers 1. Bon bah ça tend vers 1, et bingo, on a réussi à calculer la limite de f quand x tend vers moins l'infini. Comment? En utilisant une égalité qui est en fait plus ou moins un développement limité à l'ordre 1 de notre fonction, donc un truc que je donne. Et comment on a fait? Bah on a fait deux égalités, on peut pas faire beaucoup plus simple que ça. Voilà. On se prend pas la tête avec des limites de taux d'accroissement, c'est quand même vachement plus sympa. Et donc du coup, bah, on peut enfin compléter notre tableau de variation de f. On a la limite en plus l'infini qu'on a commencé à calculer parce qu'elle était simple. On vient de calculer la limite en moins l'infini qui est un peu plus compliquée. Et pour la suite du sujet, comme ils veulent avoir plus tard la tangente en 0, on va ajouter le point 0. Alors si on met 0 là-dedans, ça fait 1 fois logarithme de 2. Donc bah on trouve le point logarithme de 2 qui est à peu près égal à 0,69 d'après leur sujet. Et puis bah ici on a la dérivée, on va en avoir besoin, qui est égale à, si je mets 0 là-dedans, ça fait 1 fois g de 1. Ah, il faudra que je calcule g de 1. Donc on le calculera tout à l'heure quand on fera
le dessin. Alors à la question 6, on est censé dresser le tableau de variation complet de f. Alors on savait que la dérivée était négative, donc on a une fonction qui est décroissante sur R. On fait la synthèse des questions présentes. On a calculé la limite en plus l'infini à la question 5b, c'est 0. La limite qui vaut 1 en moins l'infini à la question 5a. Donc on a déjà l'apparence de cette... fonction-là. Ils nous ont demandé aussi est-ce que f admettait une asymptote en plus l'infini? Est-ce que f admettait une asymptote en moins l'infini? Il se trouve que comme on a une limite nulle en plus l'infini, on a une asymptote horizontale d'équation y égale 0 en plus l'infini. Comme on a une limite égale à 1 en moins l'infini, on a aussi une asymptote horizontale de l'équation y égale 1 en moins l'infini. Et pour la tangente, on a besoin d'avoir les valeurs en 0. Et donc, on avait dit qu'en x égale 0, la fonction valait logarithme de 2 qui fait à peu près 0,69 d'après leur approximation. Et au niveau de la dérivée, f' de 0 fait g de 1. G de 1, je l'ai écrite là-bas, ça fait 1,5 moins logarithme de 2 qui fait à peu près 0,5 moins 0,69 qui fait à peu près moins 0,19. Et donc ça va nous donner la pente de la tangente. C'est-à-dire que quand on fait un pas vers la droite, la tangente qui a une pente de moins 0,19 descend de moins 0,19. Donc elle est un peu inclinée comme ceci, la tangente en 0. Donc ça vient compléter la réponse aux questions précédentes. On a donné les asymptotes horizontales, tac, la tangente, on a dressé le tableau de variation. Alors ça, c'est des renseignements géométriques supplémentaires par rapport à ce qui est demandé d'habitude dans un tableau de variation, qui vont nous aider à faire un dessin magnifique. Et alors le dessin, il faut que je le fasse en direct pour que vous vous rendiez compte c'est quoi la manière de le faire. Donc on commence par dessiner un repère, et puis ensuite on commence par placer les points de la fonction qu'on connaît. Et donc dans ce tableau, on n'en connaît qu'un seul. En x égale 0, la fonction passe par 0,69, alors mettons qu'il soit ici. Je vais essayer de faire un beau dessin, mais je promets rien. Donc on a un point. On a aussi une tangente, on a dit que c'était une tangente, alors elle est légèrement inclinée, on va dire peut-être comme ça là. Un peu inclinée, mais pas trop. Alors, on a une pente de 0,19, quand on fait un pas vers la droite, on descend de 0,2. Elle est peut-être même déjà un peu trop inclinée maintenant. Bon, je fais ce que je peux. Ok, alors globalement, ça va nous donner l'apparence de la fonction ici. Ensuite, on a les asymptotes, c'est-à-dire que de ce côté-là, on a une asymptote horizontale pour y égale 1, qui va nous donner l'apparence de la fonction par là. Et de ce côté-là, on a une asymptote horizontale dans ce coin-là, y égale 0, qui va nous donner l'apparence de la fonction dans ce coin-là. Ok. Il reste plus, on a fait entrer presque tous les renseignements qu'il y a dans ce tableau, il ne reste plus qu'à tracer la fonction. Le dernier renseignement qu'on n'a pas utilisé, c'est le fait que la fonction est décroissante. Alors voilà comment on s'y prend. En moins l'infini, elle est quasiment égale à l'asymptote. Et donc en fait, elle décroît, mais elle est quasiment égale, et donc à un moment, elle est plus tout à fait égale, et elle vient s'écraser sur la tangente, et elle continue à décroître, 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 et là, elle vient s'écraser sur l'asymptote et paraître égale à cette asymptote. Ce qu'on peut remarquer, c'est que la fonction est comprise entre 0 et 1. Ça veut dire que la fonction, elle s'écrase sur l'asymptote, elle est quasiment égale, mais elle reste en dessous. Et là, elle vient s'écraser sur l'asymptote, mais elle reste au-dessus. Donc on a encore un renseignement supplémentaire. Et la fonction vient s'écraser sur la tangente à l'endroit où elle est tangente. Et donc vous voyez, on a l'apparence de la fonction là, là, là. La croissance nous aide à compléter, puis le fait que la fonction soit un peu régulière avec les bouts qui sont entre ces trois zones-là. Et vous pouvez constater en faisant ce dessin sur une calculatrice ou sur Python que le dessin exact de la fonction est vraiment conforme, l'allure est conforme au dessin qu'on vient de faire. Ce qui veut dire que avec très très peu de calcul et de raisonnement, on en a réussi à dessiner une fonction pour laquelle une calculatrice a besoin de calculer un nombre énorme, un millier de points de la fonction pour avoir un dessin aussi beau que le nôtre.
Donc cet algorithme-là de dessin des fonctions qui est basé sur les tableaux de variation et un certain ordre dans lequel on fait les calculs, il est vraiment classe, il déchire. Bon, en fait, ça devait être ce qu'ils utilisaient au 19e et au 20e siècle pour calculer leurs fonctions avant d'avoir les calculatrices. Et donc, ils avaient besoin d'être efficaces et ils ont trouvé une super manière de le faire. Donc, bah voilà, on a l'allure de la courbe avec les éventuelles asymptotes et la tangente en zéro. Alors, à la question 8a, on nous demande de montrer que il existe un x qui vérifie f de x égale x. On est à la question 8a. En fait, on peut utiliser le dessin précédent pour se rendre compte de ce qui se passe. Voilà le graphe de notre fonction f, ça c'est y égale f de x. On pourrait tracer le graphe de la fonction y égale x. Et là, on voit à l'œil nu que, ah oui, effectivement, il y a l'air d'avoir un point d'intersection entre les deux courbes. Et c'est donc l'unique point x vérifiant f de x égale x. Certes, mais un dessin ne constitue pas une démonstration. Et donc, pour le démontrer rigoureusement, l'existence de ce point, ce qu'on fait, c'est que on pose h de x égale f de x moins x, et on fait un tableau de variation. On dérive, ça fait f' de x moins 1. On utilise le fait que la dérivée de f' est négative, donc la dérivée est toute plus petite que moins 1, donc on a une fonction qui est strictement décroissante. On fait un tableau de variation de h, qui est là, hein, dérivée strictement décroissante, donc tu baisses. En moins l'infini, qu'est-ce qui se passe? En moins l'infini, f tend vers 1 et x et moins x tend vers plus l'infini, donc on a un plus l'infini là. En plus l'infini, f tend vers 0, mais moins x tend vers moins l'infini, donc on a un moins l'infini là. On a une fonction continue qui passe de plus l'infini en moins l'infini, donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il y a forcément un endroit où elle passe par 0. On n'a qu'à l'appeler alpha, ce point, et comme la fonction est strictement décroissante, ce point est unique. Donc on vient de montrer rigoureusement qu'il existe un unique alpha réel tel que f de alpha égale alpha, tel que h de alpha égale 0 en fait. Ok, alors dans la question suivante, on nous demande de montrer que alpha est strictement positif. Pour ce faire, on va utiliser le tableau de variation là. Tout simplement, on balance 0 dans h, ça fait f de 0 moins 0, ça fait f de 0, qui fait lui-même 0,69, et on se rend compte que, ah bah tiens, h de 0 est strictement positif. Alors, où est-ce qu'il est sur le dessin? Il ne peut pas être à droite de ce 0 là, puisqu'il est strictement positif, il est forcément à gauche. Mettons par là. S'il est à gauche, ça veut dire que 0 qui est au-dessus est à gauche de alpha. Et donc du coup, ça montre que alpha est forcément strictement positif. Voilà, donc on a utilisé le fait que h de 0 soit égal à 0,69 et que h soit strictement décroissante pour prouver que le alpha, en fait, il est forcément à droite de 0 puisqu'il donne la valeur 0. Alors on nous demande de calculer f' de x plus f de x. Alors pour y arriver, je vais avoir besoin de f'. Précédemment dans le sujet, on l'a calculé f', hein, on a montré que c'était exponentielle moins x, g de exponentielle de x, donc j'ai effacé mes calculs, il faut que je le retrouve. Donc si je balance un exponentielle de x et que je mets un exponentielle moins x et que je mets un exponentielle de x là-dedans, voilà, ça fait ça. Quand je vois ça, je meurs d'envie de simplifier les deux là qui font 1. Et puis après, oh bah tiens, je vous reconnais tous les deux là. Vous êtes exactement égal à f de x si on vous met ensemble. Autrement dit, on trouve que f' de x est égal à ce bidule là. Du coup, si je fais passer le f de x de l'autre côté, j'obtiens le calcul qu'il me demande de faire. Alors c'est un peu marrant parce qu'en fait, il nous demande de calculer ça dans le but d'arriver à encadrer f' de x. Et donc en fait, ça va être un peu inutile pour nous. On va arriver à encadrer directement, on y sera arrivé sans passer par leur indication. Mais bon, c'est assez sympa. Ok, donc comment on fait pour encadrer ça? Alors d'ailleurs, il y a deux questions à cette partie. Il faut encadrer à gauche et à droite. À droite, c'est vachement plus facile, on l'a déjà fait. Regardez, f' de x, on a montré que c'était négatif. Donc on a déjà attrapé que f' de x est inférieur ou égal à 0, ça a été fait avant. Et donc on a la moitié de notre résultat déjà. Ensuite, alors ils veulent l'encadrer quand x est positif. Quand x est positif, c'est important d'avoir fait le tableau de variation de f pour se rendre compte que quand x est positif, f, il varie entre ln de 2 et 0. Il est dans ce bout là quand x est positif. Ça veut donc dire que ce f là, il est coincé entre 0 et L logarithme de 2. Et d'ailleurs, ce bout-là, il est positif. Et donc le pire truc qui peut nous arriver à gauche, ce truc-là est positif, et donc il est toujours plus grand que 0.
Et au pire, ce qui peut nous arriver, c'est si on retranche un nombre qui est aussi grand que le logarithme de 2. Donc le pire truc qui peut nous arriver, c'est qu'on ait du 0 moins le logarithme de 2. En bref, en faisant des inégalités, dans tous les cas, on se rend compte que ce nombre est toujours plus grand que 0 moins ln de 2. Parce que ce nombre est plus grand que 0 et ce nombre est plus petit que le logarithme de 2. Et donc ça nous donne la seconde partie de l'inégalité, à savoir f' de x est supérieur ou égal à moins le logarithme de 2 quand x est positif. Je dirais que la moralité de cette histoire et de ce sujet, c'est que au cours de ce sujet, on étudie diverses fonctions. On a intérêt à faire des tableaux de variation complets et à les garder à l'esprit parce qu'on les réutilise. Et donc il ne faut pas oublier ce qu'on a fait précédemment parce que sinon on peut rester coincé pendant longtemps. Parce que par exemple, c'est pas grâce à cette inégalité-là qu'on montre le bout de droite. C'est grâce à ce qui a été fait beaucoup plus tôt dans le sujet. Et donc si vous ne pensez pas à réutiliser ce qui a été fait plus tôt dans le sujet, vous pouvez rester coincé là pendant des heures. Voilà, donc il faut faire la synthèse de ce qui a été fait précédemment, il faut se rappeler des résultats qui ont été démontrés. En fait, la connaissance progresse au fur et à mesure du sujet, on a de plus en plus de choses qu'on peut utiliser et on utilise tout en pratique.